New Orleans, Louisiana, 2019. My name is Balfazar Shanisan. Most of my friends call me Czar. Hey guys. 54 years old. Been drinking blood since I was 11. Depuis des siècles, l'histoire regorge de croyances, de légendes urbaines et de cas dans lesquels la consommation de sang animal ou humain est évoquée, comme par exemple dans la description de certaines divinités féroces du bouddhisme tibétain, mais aussi des histoires mêlant des faits historiques et mythiques, comme celle des meurtres de la comtesse hongroise Elisabeth Báthory. Tout ça illustre une certaine fascination pour le sang, fluide vital dont se nourrissent certains démons. Certaines personnes, elles, ont attribué au sang certains pouvoirs magiques, tels que celui du secret de la jeunesse éternelle. Et si les histoires de vampires et cette fascination pour le sang existent depuis longtemps, le mythe du vampire tel que nous le connaissons a lui été popularisé grâce au roman Dracula de Bram Stoker, roman qui établira l'image du vampire que nous connaissons tous et toutes désormais. Image qui sera ensuite reprise dans pas mal d'œuvres diverses et variées. Car oui, le vampire est maintenant une figure culturelle incontournable, que ce soit dans le cinéma, avec des films comme Twilight qui romantisent le mythe du vampire, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des jeux de rôle, etc. Le vampire est désormais quelque chose qui plaît et qui fascine. Mais derrière cette image romantique et séduisante du vampire se cache une réalité bien plus sombre et en lien avec les sujets que je traite sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la consommation de sang humain à travers deux sujets distincts. Le premier étant le vampirisme clinique, ou plus connu aussi sous le nom syndrome de Renfield, bien que nous reviendrons rapidement sur ce terme, et le second sujet, lui, est sur ces personnes non diagnostiquées comme étant atteintes d'un quelconque trouble, mais qui consomment du sang dans leur vie privée. Car si les cas recensés de personnes diagnostiquées comme atteintes de vampirisme clinique sont rares, vous verrez que la consommation de sang, elle, est plus fréquente que ce qu'on croit. Une fois de plus, nous allons donc parler d'un sujet assez peu connu et plutôt rare, car de la fin du 19e siècle à 2016, moins de 70 cas de vampirisme significatifs ont été publiés dans la littérature scientifique. Mais ce qui fait la complexité de ce sujet, c'est que 70 personnes ont été publiées dans la littérature scientifique, certes, mais vous verrez qu'aussi des personnes consomment du sang dans leur vie privée. Ces personnes ne sont pas diagnostiquées, et on ne peut pas donc dire qu'elles sont atteintes de vampirisme clinique. Ok, j'espère que vous suivez toujours, et maintenant je vais m'attarder sur des choses un petit peu plus concrètes. Si vous le voulez bien, entrons dans la première partie concernant ces personnes atteintes de vampirisme clinique. Comme toujours, le meilleur moyen d'en parler est de se concentrer sur des cas réels et recensés. Et lorsqu'on fait ça, on se rend compte qu'à chaque fois ou presque, ce qu'on pourrait appeler le vampirisme clinique est en fait un symptôme résultant d'un trouble mental plus large, tel que la schizophrénie, le trouble dissociatif de l'identité, ou comme dit plus tôt, être lié à une paraphilie et une excitation sexuelle. Autrement dit, il ne s'agit pas directement d'une maladie mentale à proprement parler, mais plutôt d'une manifestation de troubles sous-jacents. Le premier cas que je voulais vous présenter donc est celui d'un homme turc de 23 ans. Ce cas datant de 2011 est assez récent et vous pourrez trouver les liens en description si vous souhaitez en savoir plus. Lorsque cet homme a été pris en charge, celui-ci avait déjà depuis 2 ans une addiction rare et atypique, celle de boire du sang humain. Cette addiction se présentait sous la forme de crises durant lesquelles il avait un besoin urgent de boire du sang, un besoin aussi vital que celui de devoir respirer selon lui. Au début, l'homme s'était contenté de se mutiler lui-même les bras, le torse et l'abdomen, afin de causer des saignements. Il récupérait ensuite son propre sang dans un récipient afin de le boire. Mais après avoir fait ça un moment sur lui, l'homme commença à s'en prendre aux autres, lui valant d'être arrêté plusieurs fois après avoir planté ou mordu des personnes, et ce afin de boire leur sang. Il força même son père à lui récupérer du sang humain dans les banques de sang. L'odeur et le goût du sang l'attiraient. Il aimait ça et l'avoua complètement lors de sa prise en charge. En creusant, les professionnels de santé découvrirent que son envie de sang débuta peu de temps après la mort de sa fille de 4 mois, survenue 3 ans plus tôt. Mais ce n'est pas le seul événement traumatique qu'il vécut, puisqu'il fut aussi témoin du meurtre de son oncle, et aussi un de ses amis fut l'auteur d'un meurtre très violent qui impacta forcément sa vie. Malgré ses 23 ans donc, sa vie était déjà marquée par de nombreux événements violents ayant pu laisser des traces.
Mais ce n'est pas tout, car il était aussi parfois la cible d'amnésie dans sa vie quotidienne, se retrouvant tout à coup à des endroits sans savoir où il était, ni ce qu'il y faisait. Et il se faisait même parfois appeler par des prénoms différents du sien, par des gens qui semblaient le connaître. Lié à ça, il dira au médecin qu'il y a plusieurs personnes en lui, et qu'il voyait aussi un étrange homme vêtu de noir de temps en temps. Des proches affirmèrent même qu'il le surprirent à plusieurs reprises en train d'avoir des discussions avec lui-même, comme si plusieurs personnalités interagissaient ensemble. Et en remontant plus loin, les médecins découvrirent qu'il avait également eu une enfance très difficile. Étant issu d'une famille pauvre et vivant dans une ville où le taux de criminalité était très haut, sa mère était elle atteinte de troubles psychotiques et de nombreuses fois elle se mit à l'attaquer lui ou à briser des choses dans la maison. L'homme dont nous parlons affirmera même par la suite que tout ça ne pourrait se régler que par sa mort. Suite à tout ça, les médecins l'ont diagnostiqué comme étant atteint de vampirisme clinique, de troubles dissociatifs de l'identité, comme ayant une dépression majeure, une addiction à l'alcool et des troubles du stress post-traumatique. Après avoir été suivi et mis sous traitement, ces crises durant lesquelles il avait besoin de boire du sang humain finirent par disparaître. Ce cas illustre donc ce que j'ai dit légèrement plus tôt. Le vampirisme ou le besoin de boire du sang humain ou animal n'est généralement pas la seule chose dont sont atteintes les personnes touchées. Ici, le jeune homme était également atteint de nombreux troubles, et ces crises le poussant à consommer du sang n'étaient sûrement qu'un symptôme à quelque chose de plus vaste, que lui ont diagnostiqué les professionnels de santé. Et comme dit dans l'étude de cas, l'événement déclencheur avait sûrement été la mort de sa petite fille de 4 mois. Pour illustrer tout ça avec d'autres cas, j'ai trouvé un tableau montrant quelques cas de personnes consommant du sang d'autrui ou leur propre sang. Ce tableau est issu d'un article du journal multidisciplinaire de recherche à Trent, soit une université au Canada. L'article est intitulé La relation réciproque entre le vampirisme et la maladie mentale, article rédigé par Erika Crowley. Le tableau contient uniquement 7 cas, mais l'homme dont nous venons de parler est présent dans celui-ci. Celui-ci contient pour chacun des cas plusieurs informations qui nous intéressent. Premièrement, la raison évoquée par les personnes atteintes quant à pourquoi elles consomment du sang. Deuxièmement, l'événement qui a potentiellement déclenché le vampirisme. Et la maladie mentale qui a été diagnostiquée chez la personne. On peut voir par exemple que la plupart des cas ont remonté que pour eux, consommer du sang était un besoin obsessionnel. Ensuite, l'événement ayant pu déclencher ça est propre à chacun, mais on retrouve par exemple la mort d'un proche, la consommation de drogue ou encore des parents abusifs. Et enfin, pour la maladie diagnostiquée, si certains cas du tableau n'ont pas été diagnostiqués comme étant atteints d'une quelconque maladie mentale, les autres furent souvent diagnostiqués soit schizophrènes, soit ayant des troubles de l'identité, ou encore des lésions cérébrales. D'ailleurs, dans pratiquement tous les cas sauf un, leurs besoins obsessionnels de boire du sang se sont calmés après avoir été pris en charge. Mais en faisant des recherches pour cette vidéo, je me suis posé pas mal de questions. Tout à l'heure, on parlait de 70 cas significatifs, et le mot significatif est ici important, mais du coup, je me suis demandé combien de cas de personnes consommant du sang existent dans le monde. Et en fait, il est impossible de répondre correctement à cette question. Une chose qui rend le sujet complexe est justement la puissance du mythe du vampire dans la culture populaire et la romantisation de celui-ci. Et en cherchant si des groupes de discussion existent, je suis une fois de plus tombé sur des groupes Facebook de vampires. Et en quelques clics, on se rend compte que premièrement, beaucoup de gens s'identifient au mythe du vampire et se considèrent vampires, et deuxièmement, beaucoup de gens disent boire du sang animal ou humain. Once that blood hit my tongue, it was like I suddenly came alive. Do I really need the blood? I do. And I've gone without for lengths of time just to see what would happen. I'm the kind of person that it physically shows on. My skin will get ashy, my eyes will be dull and glazed. It literally physically shows on me. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet des vampires qui se réunissent sur internet, je me dois tout de même de préciser que quand je parle de vampires à partir de maintenant, je parle de ces personnes qui ont besoin de boire du sang. Mais on est loin du mythe du vampire avec le fait de dormir dans un cercueil, de craindre l'ail ou de ne pas pouvoir se mettre au soleil. Là on parle plutôt des personnes qui se sentent vampires et qui ont besoin de boire du sang par rapport à une quelconque condition physique. J'y reviendrai mais je me devais de préciser ça avant de continuer.
Donc pour commencer, le site Atlanta Vampire Alliance explique qu'un vampire est une personne qui ne peut maintenir son bien-être physique et mental sans avoir recours à la consommation de sang ou d'énergie. Un vampire qui ne se nourrit pas pourrait avoir des difficultés à manger, des maux de tête, des douleurs dans le corps, une fatigue extrême et un mal-être général. En continuant mes recherches, j'ai trouvé que les personnes qui se sentent vampires se distinguent en 3 gros groupes. Le premier, les vampires psy, soit des vampires qui auraient besoin de se nourrir d'énergie vitale pour se sentir bien. Ils pourraient se nourrir de l'énergie vitale d'une personne ou d'une foule. J'ignore comment ça fonctionne concrètement, mais ces personnes ne consomment pas de sang. Le second groupe, les vampires dits sanguinaires, qui eux ont besoin de consommer du sang humain ou animal de manière plus ou moins fréquente pour se sentir bien. La quantité est variable en fonction des individus, mais 1 ou 2 cuillères à café de sang serait suffisant pour satisfaire leurs besoins pour quelques temps. Et quand je dis quelques temps, je parle généralement de 1 à 2 semaines. Et le dernier groupe, les hybrides, qui eux peuvent se nourrir soit d'énergie, soit de sang. Tout ça, c'est la base de ce que j'ai trouvé dans les groupes, c'est, disons, la surface. Maintenant, si vous vous posez la question de « mais où les vampires sanguinaires trouvent-ils leur sang humain ?», j'y viens. En continuant mes recherches sur ces groupes, j'ai trouvé un terme utilisé à plusieurs reprises. Ce terme, c'est « donneur ». En fait, là où il existe des vampires sanguinaires, il existe des donneurs, soit des personnes qui donnent leur sang. Les 2 personnes créent un contrat verbal ou écrit, stipulant que le donneur accepte de donner de temps en temps son sang au vampire. Les 2 personnes sont consentantes et font donc ça de leur côté. J'imagine donc que les donneurs sont des personnes intéressées de près ou de loin par la culture du vampire, le mode de vie du vampire ou le mythe du vampire. Pour les vampires psy, c'est apparemment pareil. Des donneurs existent et nourrissent les vampires avec leur énergie. J'ai pas trouvé grand chose concernant ce qu'en tirent les donneurs, mais quelqu'un a posé la question sur l'un des groupes de discussion. Les réponses varient, certains ont entendu parler de donneurs qui vendent leur sang, d'autres qui l'échangent contre des relations sexuelles, mais tout ça a quand même l'air d'être une minorité. La plupart des commentaires disent que les vampires, soit ceux qui boivent le sang, payent le donneur indirectement en lui offrant le repas ou des petites choses à manger. Mais on parle aussi de beaucoup de donneurs qui n'attendent apparemment rien en retour, et donner leur sang est déjà assez récompensant pour eux. Intégrer des groupes Facebook est quelque chose que j'avais déjà fait pour le sujet de ma vidéo numéro 4 sur l'amputation. Et ici on retrouve exactement la même chose, bien que ce soit un petit peu moins malsain. Ces groupes permettent aux gens de discuter, de demander de l'aide, de rencontrer d'autres vampires comme des donneurs, mais aussi de s'enfermer dans cette bulle, de trouver des personnes qui leur correspondent et les comprennent. Même si très vite, on peut arriver à des dérives. À travers ces groupes et ces sites, donc, un réseau se crée. Les gens se rencontrent dans la vraie vie, des vampires et des donneurs rédigent des contrats, et tout ça se fait dans le cercle privé. Les proches des 2 personnes ne sont généralement pas au courant, car ceux-ci ne comprendraient pas. Et finalement, tout le monde est content. Le vampire satisfait ses besoins, le donneur lui trouve un certain intérêt à ça, et la vie continue. Mais il arrive parfois que le conjoint assouvisse les besoins de son partenaire en lui fournissant du sang ou de l'énergie. Et même dans ce cas, en fait, ça reste bien souvent dans la sphère privée du couple. Mais il y a tout de même plusieurs choses qui sont inquiétantes sur ce genre de groupe. Tout d'abord, certains posts sont clairement des appels à l'aide. Certaines personnes disent avoir du mal à comprendre ce qui leur arrive, disent se sentir différentes. Certaines ont déjà même goûté le sang humain. Et évidemment, vu que le groupe ne contient que des personnes ayant le même mode de vie ou intéressées par ça, personne ne lui conseillera d'aller en parler dans un premier temps à un professionnel de santé. À la place, elle est envoyée sur des sites qui donnent des informations sur les vampires et sur le besoin de se nourrir alors soit de sang humain, soit de sang animal, soit d'énergie. Finalement, la personne peut potentiellement trouver des personnes comme elle ou qui ont des pensées similaires à celles qu'elle ressent, elle finit par s'enfermer dans ce cercle privé qui la comprend, et son état peut empirer. Mais tout ça, c'est encore que la surface en réalité, et du coup, enfonçons-nous un petit peu plus profondément dans l'étude de ce sujet si vous le voulez bien. Si vous pensez que ça reste très rare et que trouver un donneur doit être assez difficile, je peux vous assurer que non. Alors déjà en quelques clics dans ces groupes Facebook, donneurs et vampires peuvent communiquer, mais aussi en quelques clics j'ai trouvé le lien d'un site qui recense vampires et donneurs. Celui-ci possède une carte et il est possible de voir dans quelle ville vivent les vampires qui sont inscrits, comme les donneurs qui sont inscrits. Il y a quelques vampires et donneurs en France, beaucoup au Royaume-Uni et en Allemagne, ainsi que pas mal dans d'autres pays du monde. Pour être plus précis, 704 personnes sont inscrites en Amérique du Nord, 229 personnes en Europe, 40 en Asie, 38 en Océanie, 9 en Amérique du Sud et 8 en Afrique. Et pour chaque vampire ou donneur inscrit,
et qui représente donc la face visible de l'iceberg, il faut imaginer ceux qui ne connaissent pas le site, qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou qui préfèrent rester discrets. Et du coup, tout de suite, on se rend compte que la consommation de sang humain et le don de son sang à des personnes pour leur consommation n'est pas si rare. Because he can't exactly fly in through someone's bedroom window for a quick bite, Balthazar has devised sanitary methods to suck blood from his victims. He finds victims who are willing to feed him. Hello. I like to think I have a pretty good grasp on human vampirism after now 10 years of doing field work, but I realized very quickly that the only thing that real vampires are more secretive about than themselves are their donors. They have to hide in the shadows because almost no one ever believes them when they say that they feel the need to consume human blood. I use a clean technique. I'll clean the area on the donor. Honestly, alcohol swabs always leave a funny taste afterwards. I make sure that the blade is new every time. You ready? Ready. More often than not, I'll use the back side of the shoulders. I poke a series of holes, and those holes actually provide me enough. Here we go. You ready? Yeah. Mais il y a un autre disclaimer que je dois faire du coup, c'est qu'en parlant de ces personnes, je ne dis absolument pas qu'elles sont atteintes de vampirisme clinique, ou d'une autre maladie mentale. Et c'est là toute la complexité de ce sujet en fait. Des cas de buveurs de sang ont été diagnostiqués et recensés dans la littérature scientifique, oui. D'autres dans des affaires criminelles, oui également. Mais dans la plupart de ces cas, un événement a fait qu'ils furent à un moment ou à un autre obligés de consulter un professionnel de santé, car ils ont attaqué quelqu'un par exemple, ou fini à l'hôpital après avoir consommé du sang. Et je pense que c'est une différence importante à garder en tête. Leur soif de sang était un besoin obsessionnel et ils étaient prêts à attaquer les autres pour avoir leur dose. Là où ceux qui et je vais utiliser l'expression, se sentent vampires, entre guillemets, et donc font appel à des donneurs, font ça de manière maîtrisée, en faisant par exemple avant des tests sanguins pour éviter la transmission de maladies. Ils font ça de manière consentante. Ils ont besoin de sang ou d'énergie, mais nous ne sommes pas directement sur un acte obsessionnel, causé par un quelconque trouble psy. D'ailleurs, la plupart des personnes se sentant vampires s'éloignent tout de même du mythe surnaturel et restent cohérentes avec la réalité. Elles disent bien qu'un vrai vampire n'est pas immortel, il peut tomber malade, il n'a pas peur de l'ail, et boire du sang ne les rend pas plus jeunes. Ils et elles ont simplement besoin de sang ou d'énergie afin de ne pas souffrir physiquement et mentalement. Maintenant, est-ce que s'enfermer dans ces communautés est la bonne chose à faire ? Pour ma part, je ne pense pas. Même si je comprends qu'ils y soient attachés, vu qu'ils rencontrent des personnes comme elles, qui ont un petit peu le même mode de vie, etc. Mais vu que leurs symptômes, du coup, physiques comme psychologiques, sont perceptibles, consulter des professionnels de santé est la meilleure chose à faire dans un premier temps. Dans ma vidéo sur l'amputation, on retrouvait une fois de plus le même problème. Des personnes avaient tenté d'en parler à des médecins ou des psychologues, et après une mauvaise expérience, elles finissaient par s'enfermer dans des groupes de personnes, comme elles, et passer à l'acte elles-mêmes, ce qui est très problématique et très dangereux. Alors pour rappel du coup, et ce peu importe ce pourquoi vous consultez, si un professionnel de santé minimise ce que vous ressentez et vivez ou se moque de vous, changez. Tous et toutes ne sont pas comme ça et vous trouverez forcément quelqu'un à un moment avec qui ça se passera bien. Mais du coup, il y a une question qui se pose et que vous vous posez sûrement, et c'est ça qui rend aussi ce sujet complexe, c'est est-ce que ces personnes qui boivent du sang dans leur vie privée sont atteintes de vampirisme clinique ou sont atteintes d'une quelconque maladie mentale ? Et bien en fait, on ne peut pas répondre si facilement à cette question. Certes, d'un côté, on a des personnes qui boivent du sang et pour lesquelles un diagnostic a été posé par un professionnel de santé, et de l'autre, des personnes qui boivent du sang dans leur vie privée mais qui n'ont pas été diagnostiquées. On ne peut donc pas poser un diagnostic pour tout un groupe sur la simple base que ces personnes boivent du sang et donc dire qu'elles sont atteintes de vampirisme clinique. Ça ne fonctionne pas comme ça et chaque cas est différent. D'autant plus que, comme je l'ai dit, ces personnes qui boivent du sang dans leur vie privée sont souvent précautionneuses et ne semblent pas agir par pulsion. Mais néanmoins, une chose importante, c'est qu'il y a des symptômes perceptibles, comme les douleurs, le mal-être, les maux de tête, etc. Du coup, moi, ce que je conseillerais, c'est de se rapprocher de professionnels de santé, car ça pourrait les aider à aller mieux, et à trouver potentiellement une explication physiologique ou psychologique.
Et d'ailleurs, je me dois quand même de préciser, mais consommer du sang humain comme du sang animal peut être très dangereux. J'espère que ma vidéo n'incitera personne à faire ça ou à essayer pour le fun. Alors maintenant, il y a une question un petit peu différente, mais qui mérite qu'on se la pose. Cette question, c'est de savoir si l'impact du vampire dans la culture populaire pourrait influencer les personnes qui boivent du sang. Par exemple, est-ce que les épisodes psychotiques ou le besoin obsessionnel de boire du sang chez les personnes atteintes de vampirisme clinique diagnostiqué existeraient ou seraient aussi forts si le mythe du vampire n'était pas entré dans la culture populaire? J'ai pas la réponse, mais je me devais quand même de poser la question. Et du coup, on peut voir aussi l'inverse avec l'autre groupe. Est-ce que les personnes qui boivent du sang dans leur vie privée auraient-elles eu le même besoin et se seraient-elles tournées également vers le sang ou l'énergie si le vampire n'était pas entré dans la culture populaire? J'ai pas de réponse à ça en fait et je soulève surtout des réflexions, mais pour ma part, je pense que ça doit jouer. D'autant plus que le vampire a été énormément romantisé. Dans la culture populaire, les vampires sont beaux, forts, jeunes, attirants et séduisent. J'imagine donc que ça pourrait avoir un impact inconscient. Mais attention, le vampirisme clinique reste une condition rare, grave et dangereuse pour la personne atteinte comme pour les personnes qu'elle côtoie. Vivre avec ou avoir un proche atteint ne doit pas être facile. Et comme toujours dans mes vidéos, j'essaye d'être le plus respectueux dans mes réflexions. Pour conclure, tout le sujet du vampirisme est très complexe. D'un côté, on a le vampirisme clinique, condition rare et peu documentée dans la littérature scientifique. De l'autre, premièrement, des personnes qui, pour certaines, adoptent le mode de vie vampire sans forcément boire du sang. Et deuxièmement, des personnes qui boivent du sang humain ou animal pour lutter contre des symptômes. Et au-dessus de tout ça, le mythe du vampire et surtout son importance dans la culture populaire, qui pourrait peut-être inspirer, orienter ou alimenter les personnes dont le comportement ou le mode de vie s'en approche. Et si je ne peux pas et je ne veux pas donner de diagnostic pour les personnes qui font ça dans leur vie privée, les personnes diagnostiquées, et donc les cas bien concrets, ont pour la plupart montré tout d'abord que le comportement vampirique était lié à une pathologie plus vaste, et deuxièmement qu'il était possible de calmer la soif de sang avec des médicaments et un traitement de la pathologie étant la cause de tout ça. J'aurais aussi pu parler de cas de meurtriers ayant bu le sang de leurs victimes, mais tout d'abord ma chaîne n'est pas une chaîne de true crime, et deuxièmement les résultats auraient été les mêmes. Soit aucun diagnostic n'a été posé, soit la psychopathie ou schizophrénie par exemple pouvaient expliquer les actes et les comportements vampiriques. Dans tous les cas, je pense qu'on en entendra encore parler et que de nouveaux cas de vampirisme clinique apparaîtront dans la littérature scientifique. Mais je pense aussi que de nouveaux cas de personnes qui font ça dans leur vie privée vont apparaître et commencer à devenir de plus en plus présents, toujours de manière discrète, mais de plus en plus présents sur internet. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de tout ça? Du vampirisme clinique, de ceux qui boivent du sang, etc. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à poser des questions, à soulever des réflexions, ou même à répondre en fait aux réflexions que je me pose moi-même. Et pour finir, maintenant que je sais qu'il existe en France et dans des pays francophones des personnes qui ont besoin de se nourrir d'énergie ou de sang, si jamais l'une d'entre elles tombe sur ma vidéo et veut en discuter ou témoigner, ou si elle a un avis sur le vampirisme clinique ou ce qu'elle vive, ma boîte mail est ouverte et vous pouvez la trouver dans les informations de la chaîne. J'espère en tout cas que le sujet vous a plu, étant donné que le mythe du vampire est quand même très important et très connu dans la culture populaire, j'avais pas envie de passer une dizaine de minutes à l'expliquer, donc j'ai été plutôt droit au but dans cette vidéo, mais j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour votre soutien, avec la dernière vidéo on a dépassé les 500 abonnés et je dois vous avouer que c'est assez fou. Comme toujours, pour soutenir les petites chaînes, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Les commentaires et les likes comptent énormément. J'ai déjà des idées pour les prochains sujets et je dois vous avouer que ça me hype pas mal, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Alors prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle exploration du cerveau humain.